Bien, nous avons été projetés en mai 68 et nous allons d'une certaine manière y rester, puisque la trilogie proposée par Denis Guénoun articule bien la question théâtre et révolution. Alors, mai 68, révolution, point d'interrogation, le général ainsi nommé parlait de la chienlit ou des événements, on a voulu parler de guerre civile, on a fait allusion à la commune, mais sans parler spécifiquement de mai 68, sur lequel le débat de la valeur historique reste ouvert, c'est plutôt cette articulation théâtre et révolution qui pourrait ici nous servir de point de départ, et notamment l'examen ou le questionnement sur cette construction, ce chantier que tu es en train d'opérer, Denis, pour nous raconter ce qui a été un moment sans doute fondateur, sans doute un moment de transformation au sein de l'institution théâtrale. Alors, on pourrait peut-être partir de là. En lien avec ce que tu as proposé, comment ce travail s'est constitué, et particulièrement cette question de l'articulation entre la Révolution et le théâtre, et des événements de mai 68, comment est-ce que tu as voulu nous tirer ce fil-là, et est-ce qu'on pourrait dire que ce moment historique opère une transformation radicale de l'institution théâtrale? Merci. D'abord, un rappel que je vais essayer de faire le plus bref possible, parce qu'il est difficile de raconter de façon très concentrée tout le processus de travail qui s'est mis en route dans les mois qui ont précédé et suivi Brang 2010. Puisque tout s'est noué là, l'an dernier, il y a exactement un an. Pour ça et pour d'autres choses dont nous reparlerons à d'autres moments de la journée. Très simplement, en Brang 2010, Christian Schiaretti avait souhaité faire un geste important pour une sorte d'ouverture du centenaire de Jean-Louis Barrault, qui devait se déployer dans les mois, enfin à peu près dans toute l'année qui a suivi, puisqu'il n'est pas encore tout à fait terminé en termes d'initiative et d'activité. Dans ce cadre, il se trouvait, les hasards de la vie, je ne vais pas revenir là-dessus, avaient fait que, de façon un peu fortuite, j'avais été amené à publier, je suis universitaire de mon métier, et j'avais été amené à publier des entretiens de Jean-Louis Barrault, des entretiens inédits, qui ont été publiés immédiatement dans les semaines qui ont précédé et suivi, enfin je ne rentre pas dans le détail, ce mois de juin de l'an dernier. Et qu'on a entendu ici à Brang d'ailleurs. Voilà, dont tu as fait une mise en voix, une mise en espace avec en particulier Claude Aufort et Alain Rimou ici l'an dernier. Et donc à cette occasion, Christian m'avait demandé si je voulais faire un texte sur Barrault en 68. J'avais dit que l'idée me séduisait beaucoup, j'étais très touché par cette invitation. Christian et moi nous sommes connus il y a très longtemps, nos voix ont divergé pendant assez longtemps aussi, nous nous sommes rencontrés à nouveau il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi ou deux, et j'étais très touché qu'il me propose ce geste d'écriture. Mais ce n'était pas possible dans les délais pour faire ça pour l'an dernier, c'était absolument impossible. On est un an plus tard et c'est pas encore fini, comme vous voyez, même sans parler du travail en cours. Je parle simplement de la troisième partie qui n'est pas faite. Donc j'ai dit oui, mais on a été amené à reconsidérer le calendrier. Et dans les discussions que nous avons eues à Brang ici l'an dernier. Et c'est donc dans ces discussions, à partir de ces choses qui se sont passées autour du centenaire Barrault, et grâce à l'énergie de ce centenaire et de sa coordinatrice, Marie-Françoise Georges, que sont nées toutes sortes de choses, et en particulier la dynamique de travail dont vous avez entendu une partie du résultat. Alors pour répondre à ta question, Gérald, je dirais que pour moi, c'est l'affaire, la tentative est tout à fait déraisonnable, ça c'est sûr, qui est en cours, et dont vous avez entendu une première état, c'est la première fois que ce texte était audible aujourd'hui, une partie du texte, porte sur une question de théâtre fondamentale, qui m'agite et qui m'occupe. C'est de savoir si le théâtre peut s'occuper de rendre compte de quelque chose qui se passe dans la pensée, en tant que la pensée se manifeste dans la parole. Alors, lorsque la parole est une parole d'exception, lorsque la parole est une parole transcendante, une parole très fortement individualisée, la réponse est évidemment oui. Les exemples sont innombrables
et couvre peut-être toute la réalité du théâtre, de tentative de savoir comment le théâtre peut rendre compte de ce qui a lieu dans la pensée incorporée dans la parole. Comment ça peut faire théâtre, comment ça peut devenir un événement de théâtre, comment ça peut être scénique, comment ça peut avoir une force scénique et dramatique. C'est la question que, c'est l'éblouissement qu'on a devant ces grands textes de théâtre, de Racine à Claudel. Je ne dis pas cela seulement parce que nous sommes ici, j'ai beaucoup d'émotions à le dire parce que nous sommes ici, mais je le dirais dans les mêmes termes ailleurs, c'est-à-dire de ces écrits qui semblent tellement peu propices à une agitation scénique. Tout Racine semble être une espèce de manière pour le texte de se résorber sur lui-même, de se résorber sur son propre geste de pensée et d'énonciation, le plus antiscénique qui soit, et Claudel en partie aussi. Maintenant nous savons bien que ce n'est pas vrai, mais nous savons de Racine, nous savons de Claudel, mais enfin la première décision rendue par le comité de lecture de l'Odéon sur la première œuvre de Claudel qui lui a été proposée, c'est « ce n'est pas du théâtre ». Bon, c'était ça. Donc cette espèce de non-théâtralité du poème, et du poème en tant qu'opération de pensée, comme tentative de pensée incorporée dans les mots, qui se donne apparemment comme quelque chose qui n'est pas théâtral du tout. Alors lorsque ce sont des paroles d'exception dont on cherche à rendre compte, c'est une chose que nous savons bien maintenant. Mais lorsque ce sont des paroles qui flottent, des paroles communes, des paroles qui circulent, des espèces de nappes de paroles qui vont d'un individu à l'autre. Et Claudel a fait ça aussi dans certains de ses textes. Lorsqu'il s'agit de... Tu vois, ce que je me demandais, et je ne suis pas sûr que ce soit réussi du tout, en tout cas disons, le défi c'est de savoir comment fait-on une action en fait, une performance au sens linguistique du mot, de théâtre, comment fait-on advenir quelque chose de théâtral et de scénique avec ces nappes de paroles. Parce que évidemment, 68, en tout cas je parle de la première partie évidemment, mais la deuxième aussi un peu, c'est cette espèce de nappe de paroles. Quand on écoute les documents, quand on regarde ces groupes qui se formaient dans les rues, à tous les coins de rue, il y avait cette espèce d'effet, de flux de paroles qui circulaient. Est-ce que ça peut faire quelque chose comme devenir un événement de théâtre? Je ne sais pas, hein, moi. Disons, la folie, c'était de s'occuper de ça. Alors évidemment, ça supposait, ça c'est un parti pris, c'est un choix politique, spirituel, qui consiste à penser que dans ces flux de paroles, dans cette voix populaire au sens très large du mot, c'est-à-dire simplement partagée, circulante, etc., il y avait quelque chose comme un excès, une transcendance, pour le dire par son mot, une transcendance qui appelle du poétique. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je ne sais certainement pas si c'est vrai, et encore moins si ce que je peux essayer, les tentatives qui commencent là, peut arriver à en rendre compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, bien sûr. Mais enfin voilà, c'était l'objectif. Il se trouve que Christian s'intéresse aussi beaucoup à ce point de nouage entre poésie et théâtre, et il l'a dit ce matin, et c'est vraiment une des raisons de son engagement ici. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une aventure de pensée qui puisse devenir quelque chose de scénique, qui arrive sur scène, qui ait lieu sur scène, qui convoque le regard et l'écoute de ceux qui sont sur scène, à partir de cette parole circulante et flottante. Alors je vais vous dire, en toute sincérité, c'était plus simple pour moi dans la première séquence, la première moitié, à entreprendre, parce que ce qui m'accrochait, c'était le lyrisme fou qui a occupé cette période, comme les grandes périodes révolutionnaires, comme je pense par exemple dans la première version de La Ville, il y a quelque chose dans l'acte 1 et 2 de la première version de La Ville, il y a quelque chose comme une manière de saisir par le poème le lyrisme de la Révolution, pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a ça. Bon, je ne suis pas, évidemment, je ne dis pas que c'est ce que je fais soit à cette mesure, c'est évident, enfin, c'est ridicule de le dire, mais disons, la proposition, la recherche, il y a une espèce de lyrisme de la Révolution qu'on peut détester, dont on peut assurément voir les dangers, les effets
extraordinairement négatif, mais dont on peut aussi approuver en profondeur l'impulsion, au moins celle qui le déclenche et le porte, et c'est mon cas. Donc c'était plus facile, ça. Donc la première partie est, si tu permets de parler boutique, Gérald, écrite en vers, si vous voulez, en vers libre bien sûr, une certaine forme de versification, que je remercie les acteurs d'avoir tenté aussi si rapidement de porter, d'avoir voulu faire entendre. La deuxième partie est plus compliquée parce que ça parle boutique. C'est une réunion de boutiquiers, la deuxième partie. Hein. Boutiquier devant l'histoire. Ça, c'est écrit en prose. Évidemment, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est écrit en prose. Pour moi, c'est plus forcé, évidemment. La prose n'est pas naturelle. Voilà. Donc, mais je me suis dit, j'avais pas envie de... Enfin, il y avait Barrault et Villars. Bon, vous ne pouvez pas le voir puisque Villars sera la troisième partie. Enfin, il est là toute la première partie puisque le Jean à qui s'adresse Barrault, c'est Villars. Hein. Le Jean à qui la lettre est adressée, la grande lettre qui porte toute la première partie, c'est Villars. À partir de cette anecdote qui, paraît-il, est exacte, que Villars est le seul qui a téléphoné à Barrault lorsque Barrault a reçu la notification de sa mise à l'écart. C'est en tout cas témoignage de première main que, comme tout témoignage, est à prendre avec l'interrogation, mais moi j'ai voulu le recevoir. Il paraît que Villars aurait dit, à quelqu'un de très proche, que lorsqu'il avait appelé Barrault, Barrault lui a dit « tu es le seul ». Jean, tu es le seul. Voilà. Donc il y a Villars et Barrault. Bon, Barrault qui habite cette première partie, Villars qui devrait habiter, si les siens nous sont favorables, qui devrait habiter la troisième, avec un croisement en chiasme dans la seconde. Bon, il y a ces grandes figures, ces grandes statures qui sont si impressionnantes et si... Au milieu, alors donc j'ai assez vite pensé que je voulais raconter mai et juillet. Et puis au milieu, il fallait passer par juin. Il m'a semblé sentir que juin, c'était ce passage obligé, c'était cette réunion paradoxale, fermée, en pleine tourmente, fermée, close, boutiquière, on peut bien dire, enfin, une réunion de... je me dis, est-ce qu'il y a une place pour ce discours-là? Est-ce que je suis capable de faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas reculé dans le fait de le tenter. En philosophe, tu as naturellement répondu à la question que je n'ai pas posée et que j'allais te poser ultimement, à savoir, plus tard en tout cas, celle de la parole théâtrale, et je suppose que tu vas répondre sur la question proprement politique tout à l'heure. Donc tu renverses l'équation. Mais alors restons, avant de parler de la question institutionnelle, restons donc sur cette question de la parole théâtrale et du rapport à l'histoire. Évidemment, si l'un des objets du théâtre est de rendre compte du monde, et en particulier d'une transformation qui peut être radicale, qu'elle soit intime ou qu'elle soit globale, la question révolutionnaire est particulièrement stimulante, puisque la révolution étant une sorte de court-circuit historique, de saut qualitatif qui fait passer d'un état à un autre, le théâtre lui-même, par sa densité et par le fait qu'il représente ce moment de crise, est sans doute l'un des lieux politiques par excellence où on peut le refléter. Alors on connaît les expériences théâtrales antérieures, on peut penser à Büchner sur la Révolution française, on pense à Müller qui en montre justement le côté grotesque également, mais parlons dans ce cas-là de ce moment-là et de ce que tu as appelé le flot de parole, de ce lyrisme, de cette parole qui se veut transcendantale, qui brasse, on l'a entendu, on a vu parler, disons, certaines idéologies, ou en tout cas certaines lignes chrétiennes, féministes, on les identifie d'ailleurs. Bon. Donc, dans quelle mesure ce moment-là, si on entre dans le champ que tu as ouvert, ce moment-là particulier, mai 68, et matière théâtrale, au-delà simplement de cette parole investie de transcendance différente, c'est-à-dire la parole de telle utopie ou telle autre. En quoi est-ce qu'on en fait une matière théâtrale? Est-ce que c'est l'événement, c'est-à-dire l'oreille collée au transistor, l'image qu'il y a dans le spectacle, il se passe toujours plus de choses dans un temps concentré, donc on est dans un temps dramatique au sens fort du terme. Est-ce que c'est le lyrisme des enjeux? Est-ce que c'est tout cela à la fois? Où est la dramatisation? Ou est-ce que c'est finalement plutôt l'histoire de l'Odéon et de la chute d'un homme, Barrault, et Barrault est mort? Alors, d'abord une chose sur le rapport théâtre et révolution, c'est que le théâtre n'est pas très heureux avec la révolution. Tu as cité évidemment quelques exemples qui font exception, mais ce sont des exceptions. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres de théâtre qui s'en sortent
de l'affaire de la Révolution. Hein. Et il y en a une quantité d'œuvres médiocres sans nombre, qui sont oubliées, même lorsqu'il s'agit de très bons auteurs. Mais tu as cité La mort de Danton, évidemment, mais c'est l'exception, c'est une des exceptions. Je dirais que La ville est l'autre, à mes yeux, aujourd'hui, hein, deuxième grande exception. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup, le théâtre la Révolution n'a pas beaucoup fait théâtre. Ni historiquement, on sait bien que les périodes révolutionnaires ne sont pas forcément les périodes où le théâtre sait nécessairement trouver au mieux, mais bon, il faudrait nuancer, il faudrait compliquer, c'est très compliqué à dire comme ça. Mais pour la Révolution française, par exemple, hein, mais pas seul pour la Révolution russe, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Mais bon, laissons ça, et c'est un point très important, c'est un point qui t'occupe beaucoup, que je sache. Donc voilà. Donc, et alors, si j'ajoute à cela, alors vous allez voir arriver la hubris, enfin la démesure, l'immodestie absolument extrême, c'est que les grandes œuvres qui parlent de la Révolution sont des œuvres de la désillusion révolutionnaire, de la désillusion. C'est-à-dire sont des œuvres de la retombée, de la chute. Et figurez-vous que je ne voudrais pas faire ça. Donc, c'est quand même, c'est très, très, très immodeste. C'est très, je ne sais même pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y a une dramatisation de l'esprit dans sa phase ascendante? Parce que je me rappelle que dans l'après 68, il y a eu de très grands esprits, pour le coup, de très grands théologiens qui ont essayé de théoriser cette affaire de 68 comme insurrection de l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ici le nom d'Olivier Clément, qui est un grand théologien orthodoxe, qui avait écrit un livre, mais Clavel, à sa façon, Maurice Clavel avait tenté aussi de penser ça, et pas mal d'autres autour. Je me rappelle de pas mal de textes. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'il y a une dramatisation de cette ascendance spirituelle? Est-ce que le drame implique la mise en forme de la chute? Est-ce qu'il n'y a de drame que de la chute? Alors, si vous permettez une comparaison, parce qu'elle m'est très chère, il y a une thèse en dramaturgie qui dit qu'on ne peut pas faire de bon théâtre avec la bonté, hein, que d'ailleurs les bons sentiments en général sont des choses désastreuses et qui n'ont pas de... Qui font la mauvaise littérature. Voilà, qui ne font que permettre de faire que des échecs sinistres. Et bon, là encore, il y a une exception, je trouve, c'est la pièce de Hugo, 1000 francs de récompense, qui est, à mon avis, un immense chef-d'œuvre de la littérature dramatique, et dont le héros est porté par une pulsion de bonté pure. Et je me dis, est-ce qu'il y a une théâtralisation de la bonté? Alors voilà, je voudrais dire, c'est ça, la question. Est-ce qu'il y a une théâtralisation possible de l'esprit dans son ascendant? Ce qui n'exclut pas du tout, bien sûr, au contraire, de voir tous les effets de chute, de retombée, de criminalité, de médiocrité, voilà, bien sûr, ça n'exclut pas. Peut-être même que c'est la seule bonne façon d'en parler. Alors, comment est-ce qu'on fait drame avec ça? Tu vois, Rousseau aurait catégoriquement répondu que c'était impossible, puisqu'il n'y a que la raison qui ne soit bonne à rien sur la scène. Donc voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de la positivité ne pourrait pas être scénique. Il n'y aurait fond de dramaturgie que du mal. Le drame, dans son essence, serait une question adressée au mal. On peut penser ça. Hein. La tragédie, par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du théâtre? Bon, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est la seule chose qui m'intéresse. Oui, voilà. Alors, là, il y a un point de contradiction très intéressant, dans la mesure où, et ça va me permettre d'appuyer le fer sur une question, phase ascendante de l'esprit, moment positif de la Révolution, ce serait un théâtre qui serait sur les années 89, 90, 91, sur la Révolution française, avant la terreur. Il se trouve qu'effectivement, les grandes pièces sur la Révolution française parlent de la terreur et des destins qui ont été effondrés. Or, moi, je lis dans ta proposition la chute de Barrault. Je vois la mort de Barrault. Barrault est mort, oui, et le théâtre, c'était sa vie, et c'est aussi la mort, d'une certaine façon, de l'Odéon. Moi, je vois là une tragédie. Je ne vois pas seulement l'aspect éventuellement solaire de ces révolutionnaires. Je trouve qu'ils sont parfois d'ailleurs détestables dans leur arrogance et leur pulsion destructive, et ils sont dans un temple du beau qu'ils ruinent, et ils ruinent un homme, et ils se trompent de cible. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, malgré tout, moi j'ai l'impression que le volet tragique l'emporte largement sur le volet ascension de l'esprit. Peut-être, mais Barrault et Villard ont ceci de commun, qu'ils n'ont accepté ni l'un ni l'autre, je pense, ni dans la pensée et le discours, ni dans leur conduite,
ce qui est plus important encore, de leur conduite concrète, qui n'ont accepté de cautionner l'incrimination de la jeunesse révoltée. Même Villard n'a pas accepté de le faire alors qu'il avait tant de raisons de le faire en juillet. Et Barrault ne l'a jamais fait, ni pendant les semaines de mai, ça se comprend, ni pendant les semaines de juin. C'était infiniment plus méritoire parce que l'Odéon est devenu, enfin on en parlera encore un peu plus dans la période de juillet, mais l'Odéon était devenu dans un tel état de saccage que ça aurait été très possible de sa part. Je me demande même s'il n'aurait pas suffi de sa part, chez lui, de quelques mots bien sentis, comme il savait le faire, sur ce saccage, pour sauver sa place. Je ne sais pas. En tout cas, il ne l'a jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Ni dans les années qui ont suivi. Alors qu'il avait payé très cher, quand même. On sait que c'était une très grande douleur pour lui, la fin de l'expérience de l'Odéon. Même s'il s'est immédiatement projeté dans des aventures magnifiques, inventives, créatives, avec cette énergie incroyable dont il avait le secret. Alors, si tu veux, est-ce que l'absence de plainte implique l'absence de victime? Non, certainement pas, mais ça suppose que ce qui fait question, c'est la question de la droiture, de la dignité, de l'éthique, et certainement pas de la contemplation de la chute. Moi, je ne vois pas dans Barrault un homme tombé, ni dans Villard. Je ne les vois pas tomber. C'est-à-dire, je ne vois pas, à la fin mai, à la fin juin, ni pas plus qu'en juillet, pas plus qu'en décembre, pas plus qu'en... Je ne vois en eux, ni en l'un, ni en l'autre, un homme tombé. Un homme frappé, parce que sans doute, et Villard, par exemple, frappé par l'infarctus qui le... 2 ans après. Même pas, attends, non, en août. Oui, en août. Et la mort 2 ans après. Oui, la mort, oui, mais l'infarctus, c'est en août. Oui. L'infarctus, c'est immédiatement après la fin du festival. Et il est hospitalisé à Avignon devant le Palais des Papes. Mais non, je vois des hommes, si vous voulez, alors on pourrait dire, si tu veux, c'est cette espèce de dignité, cette pince de dignité dont il parle, cette manière, parce que la tourmente, oui, certainement, de cette force, quoi, cette force d'âme et cette force de pensée, cette force morale, tous les sens du mot, qui pour moi est plus importante à raconter que la complainte sur ce qui est sur la catastrophe, quoi. Alors où est le drame? Je sais pas. Le drame, c'est les luttes contre lesquelles, c'est les forces contre lesquelles ils ont à lutter, qui sont des forces, elles, tombantes. Ni Barrault ni Villard ne luttent contre les forces ascendantes. Ils luttent contre les forces qui retombent très durement. Les forces de destruction, par exemple. Barrault essaie de protéger ce qui peut l'être. Il se tient présent, il l'a dit, il l'a écrit. Il est pendant très longtemps, même dans des périodes où on aurait pu croire qu'il soit... Il est en un certain sens aux côtés des gens qui ont envahi sur son théâtre. Le serviteur oui valait non, c'est une formulation extraordinaire, c'est le 24 mai. Le 24 mai. Il dit serviteur oui valait non. C'est quand même inouï. Hein. Et même ce qui lui vaudra, dit-on, sa mise à l'écart définitive, c'est une parole qui lui sera prêtée début juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou fin juin, donc bien après tout ça, dans la presse anglaise, où il aurait incriminé, où il aurait mis en cause, suspecté le rôle des polices parallèles dans la destruction de l'Odéon. Oui. C'est ça, enfin, je ne dis pas que c'est vrai ou faux, je dis simplement que c'est cette interview donnée, je crois, au Times, qui a, paraît-il, été considérée comme insupportable à l'Élysée. Elle a dit, là maintenant c'est trop, là maintenant ça suffit. Et elle dit, bon, c'est non. Mais il y avait une accumulation. Il y avait le Barreau est mort, ça c'était le 16 mai, le Figaro du 17 mai. Il y avait Serviteur oui, valait non, ça c'était le 24 mai, avec les Échos le 25. Et excusez-moi de ne pas avoir la date exacte, je crois me souvenir que c'est début juillet, cette interview où les propos lui sont prêtés, je crois que c'est dans le Times, où on lui fait dire que, ce qu'il a sans doute pensé, qu'il y avait une part dans les obscurs qui ont occupé l'Odéon et l'ont détruit, de gens qui auraient été mandatés par des polices parallèles. Bon. C'est quand même une drôle d'attitude. Hein. Il aurait pu se retourner contre... Mais non, pas du tout. Il se tient, et voyez ce qu'il va faire après. Voyez ce qu'il fait après. Le Rabelais, Paul Naref, ouais, c'est la scénographie de l'Élysée-Montmartre. C'est une certaine manière
enfin, c'est pas réactif, quoi. Oui. En partie certainement, madame. Oui. Alors, admettons que, je dis admettons non par rapport au projet, parce que c'est le tien, donc il est incontestable, que c'est cette volonté de décrire une phase ascendante et donc active, comme tu le dis, et non pas réactive, et admettons qu'il n'y ait pas de drame totalement, qu'il y ait cette dignité, très bien. Maintenant, dans quelle mesure y a-t-il articulation entre théâtre et révolution? J'y reviens, puisque là, ce qui se passe, c'est que l'Odéon est le lieu de cette parole révolutionnaire. On est d'accord. Donc, au-delà de cette fonction de lieu de parole, qui est une des définitions du théâtre, mais pas la seule, comment est-ce que ça se maille, cette chose-là? Je parle là de mai avant de passer à juillet, à juin. Alors, en mai et à l'Odéon, il se passe quelque chose de très singulier. Je réponds d'ailleurs d'abord factuellement. Il se passe quelque chose de très singulier. Pour nous, l'Odéon aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est la Sorbonne, l'Odéon, la grève de l'ORTF, tout ça, c'est une seule et même chose. Mais dans la conscience qu'en avaient les participants du moment, ça j'ai essayé d'en rendre compte, l'Odéon, c'est extrêmement singulier. L'Odéon, c'est la colombe. Cette phrase que je place, c'est une phrase un peu détournée, mais la comparaison se trouve dans un témoignage immédiat, contemporain. Donc ils ont conscience de quoi? Ils ont conscience que c'est, alors ils disent, c'est la seule, dans l'histoire de l'humanité, tribune permanente et ininterrompue qui ait duré 1 mois. Ouverte, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Parfois, il faut chercher un peu pour en trouver une autre. C'est-à-dire, jour et nuit, sans interruption, en continu, pendant 1 mois, et totalement ouverte à qui le veut. Bon. Or, assez vite, ils disent que c'est parce que c'est dans un théâtre. C'est-à-dire, c'est dans un théâtre qu'on a pu le faire. On ne l'aurait pas fait à la Sorbonne, comme le dit une des dames qui intervient. La Sorbonne, c'est quand même plutôt le lieu de l'insurrection étudiante, en tant que c'est l'insurrection étudiante. Le théâtre, ce théâtre, pourquoi celui-là? Bon, il y a 1000 raisons, hein, mais le théâtre, ce serait le lieu de cette parole ouverte, prenant en compte la totalité de l'événement collectif et l'ouvrant à la totalité de ceux qui veulent s'y. Alors c'est ça la singularité. Alors Christian, lui, a une autre dimension qui lui tient à cœur et qu'il introduit en même temps, et dans le débat que nous avons, soit pour la mise en scène qu'il imagine par moment, soit pour les processus de réécriture qui vont avoir lieu, sans aucun doute, dans les mois qui viennent. Et lui, il a une idée que, en quelque sorte, la contestation, comme on disait à l'époque, parce qu'elle est dans l'Odéon, se théâtralise, et que donc, en quelque sorte, le théâtre récupère ce qui le conteste. C'est-à-dire qu'ils disent tous, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de théâtre, c'est l'ex-théâtre. Et ils sont dans le théâtre. Mais ils sont dans le théâtre, et donc, que le théâtre reprend ce qui lui a été soustrait. Voilà, ce qui a été enlevé. C'est en tout cas son hypothèse, ce qui l'intéresse. Il y a toute une série d'échos et de références pour lui là. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette caisse de résonance qui s'est produite dans un théâtre ne s'est pas produite sous cette forme ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est dramatique ou si c'est purement et simplement... Bon, ce moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, où ils commencent tous à parler de tout et de rien, de façon complètement utopique. Ce sont, le matériau de ça, ce sont des témoignages de l'Odéon qui ont été recueillis par les prises de notes de l'Odéon. Je n'ai inventé aucun thème, ni aucun mot très fort. Je les ai parfois réagencés syntaxiquement, j'ai fait des phrases à ma façon, mais les thèmes étaient tous là, tous sans exception. Eh bien, cette espèce de moment où ça se détache, ça s'ouvre, ça se déploie d'une façon très bizarre, ce sentiment factice d'éternité qu'ils ont à un moment donné, comme ça, bon voilà. Ça, est-ce que c'est théâtre ou est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est dramatique? C'est pas sûr. C'est peut-être outre-dramatique, c'est peut-être ultra-dramatique, ça outre le drame, ça l'outrepasse vers les virtualités scéniques du poème en tant que tel, quoi. Si c'est poétique, c'est pas à moi de Mais dire. à propos de ce rapport au temps, il y a une phrase de Walter Benjamin que tu connais mieux que moi dans les thèses sur l'histoire qui dit « En 1848, les révolutionnaires ont tiré sur les cadrans ». C'est-à-dire cette espèce de sentiment de vouloir arrêter le temps. Tu parlais du sentiment d'éternité. L'idée que l'instant est un instant d'une pureté telle, et effectivement chaque instant vaut comme événement pur, et donc ça se suspend. Et ça, à la limite, c'est une sorte de compétition, on pourrait dire, faite au théâtre, c'est que l'histoire elle-même devient théâtrale en ce sens, c'est qu'elle a une qualité de temps, d'intensité de temps.
Donc à Second, ce qui se passerait à l'Odéon, ce serait le lieu où la parole de cet événement aurait lieu. Mais c'est pas ça qui donnerait la qualité outre dramatique. Je sais pas si la proposition est claire. Pour moi, c'est énigmatique. Je sais pas. Honnêtement, c'est pas. En m'y risquant, en tentant la chose, je n'illustre pas une certitude que j'aurais antérieure. Je me mets à l'épreuve des mots et des phrases pour voir si ça marche. Hein, je sais pas. J'aimerais que ça marche. Hein, j'aimerais que ça marche. J'aimerais qu'il y ait du théâtre, qui soit du théâtre de cette ouverture. Il y a de grands écrivains qui me paraissent l'y encourager, et Claudel au tout premier rang, même si ses façons d'aborder l'histoire ne sont pas forcément les miennes, mais ou inversement, surtout. Je veux dire, je ne partage pas forcément sa lecture de tel ou tel événement historique, mais en revanche, c'est sûr que le théâtre de Claudel fait ça. Le théâtre de Claudel n'est pas un théâtre qui se fait reprendre, enfin, en tout cas, je pense à une certaine ligne de pièces. C'est pas vrai de toutes. Puis comme il y a Didier Alexandre dans la salle, je me contrôle un peu. Mais donc, il y a au moins une certaine ligne de pièces, il me semble, où il ne se fait pas capturer par le dramatique. Il ne se fait pas capter par le dramatique. Il se laisse. Enfin, il y a une force d'excroissance ou de transcroissance qui est à l'œuvre là-dedans. Moi, c'est ce que j'aime énormément dans cette écriture, et dans quelques autres, bien sûr. Il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant. Si c'était Villard qui s'était trouvé à la place de Barrault, comment ça se serait passé à l'Odéon? Alors Barrault dit pareil. Barrault dit t'aurais fait comme moi. Oui. C'est assez curieux parce qu'ils sont. Vous croyez ben, on a une expérience. Il a essayé de. Bon, là, c'est pas le même mouvement hein, du tout, mais il a essayé de. En tout cas, il a essayé de tenir, comme lui. Il a essayé de tenir. Bon, il n'a pas été pris par le même sorte de surprise, mais ils ont essayé l'un et l'autre de tenir. Ils ont cette façon. Il était très isolé. Villard, il était soutenu par un mouvement populaire. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Barrault était seul. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Parce que Barrault a joué son histoire sur un trajet très très différent. Vous avez raison. Une philosophie libertaire. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. C'est tout à fait exact. Absolument. Et cette dimension anarchiste-là, d'ailleurs, est pointée par les intervenants de Villeurbanne en disant c'est l'élève de Dulin, certes, mais il n'appartient à aucune famille théâtrale. Il n'a pas fait la même chose de ce patrimoine, qui était effectivement commun, c'est-à-dire la génération qui était élève du cartel, en gros. Mais avec des trajectoires absolument différentes qu'on voit dans les témoignages que tu as retrouvés avec Dumur. Alors, justement, merci madame pour cette transition. Passons au moment institutionnel, ce que tu appelles la discussion de boutiquier à Villeurbanne, avec les Roger, Marc et autres, qu'on aura reconnus. Et dans cette discussion-là, elle a quand même, au-delà de la boutique, eu un rôle absolument structurant dans toute l'histoire de la décentralisation. Le pouvoir aux créateurs, Villeurbanne, la charte de Villeurbanne. Alors là, qu'est-ce qui se joue exactement au-delà de l'intérêt corporatiste? Alors quelque chose de très ambigu, c'est-à-dire, et j'avoue que je ne sais pas trop. C'est-à-dire, moi, ma vie est tellement prise dans cette affaire-là que je ne sais pas très bien comment je me situe. J'essaie de rendre compte d'une certaine complexité, d'une certaine ambiguïté. Il me semble que je comprends les arguments des uns et des autres. Je suis parti de la fin, c'est-à-dire je suis parti de l'idée que ce qui se passe au moment où les ouvriers viennent voir les directeurs et leur disent, alors qu'ils n'ont pas arrêté les uns et les autres de dire on est solidaires, on est solidaires, on est solidaires, on est solidaires, que les directeurs n'ont pas cessé de dire c'est formidable ce qui se passe dans les entreprises, etc. Les ouvriers viennent en disant mais alors bon, on fait pareil, on fait ça chez nous. Et les directeurs répondent ah ben non, on peut pas, ben non, nous c'est de l'art. Voilà. Bon. Alors honnêtement, j'espère que ce moment-là n'est pas lisible dans. C'est drôle, c'est un moment que je trouve drôle, mais je crois qu'il n'est pas lisible. Si on me demande qui a raison entre les uns et les autres, je ne dirais pas oh ben les ouvriers ont raison, mais je comprends cette chose-là, je comprends cette exigence de partage démocratique, je la comprends mais profondément, je la comprends. Bon, et en un certain sens, à un certain point, je l'approuve. Et puis en même temps, je comprends, alors là, évidemment, beaucoup plus facilement, pour l'avoir moi-même partagé, l'exigence d'autonomie de la création, de responsabilité des artistes, etc. Je la comprends, je la comprends. Donc c'est complètement contradictoire.
si Hegel dit que le drame, ce sont deux légitimités qui se font face et qui sont légitimes l'une et l'autre, alors là nous avons du dramatique pour le coup. Si tu veux, je ne sais pas. J'essaie de rendre compte, je vois bien ce qu'ils ont de ridicule, ces directeurs. Et il me semble que je ne les ai pas ménagés par moment. Mais par d'autre côté, je suis des leurs, quoi. J'ai vécu cette vie, j'ai partagé ces convictions, j'ai eu ce langage. Je l'ai tenu, ce langage. Voilà, je m'en suis éloigné, c'est sûr, mais je l'ai tenu. Voilà, tenu. Alors, où est leur révolution à eux? Alors, il me semble que là, l'affaire est très très compliquée parce que alors là, Christian serait évidemment beaucoup plus catégorique que moi, mais disons, il me semble que là, il y a une part. Je ne voudrais pas céder à la nostalgie des commencements, mais lorsque un des directeurs dit c'est la fin du métier, c'est-à-dire c'est la fin de l'aventure commencée, disons, entre 48 et 68, 20 ans, hein, c'est-à-dire de l'épopée de la création de ces théâtres, qui est une des plus belles histoires de l'art du XXe siècle, il y a quelque chose là qui s'achève. Voilà, quelque chose qui s'achève, ça c'est sûr. Bon, comment rendre compte de ça sans simplement... Qu'est-ce qui s'achève? Excuse-moi de... il s'achève cette fraternité, qui, dans la mise en œuvre d'un projet théâtral, la mise en œuvre artisanale, ça rejoint ce dont il était question ici ce matin, artisanale, partagée entre des artistes, des artisans, et puis des gens qui ne sont pas forcément de l'art, soutenus par un État très tiraillé entre des tendances adverses, mais qui à la fin va néanmoins aider cela pour aller dans des lieux où le théâtre n'existe pas. Cette aventure magnifique dont nous sommes tous les héritiers et que nous aimons, je pense, tous profondément. Alors voilà, et qui à un moment donné s'est transformé en autre chose. Alors si vous voulez savoir pourquoi, moi, je dirais ça c'est ma vision, on n'est pas obligé de la partager, c'est la marchandisation générale des rapports sociaux qui n'a cessé de progresser et qui, donc, à partir de 68-70, a connu une nouvelle phase et qui, cette phase de marchandisation, est arrivée dans le théâtre comme elle était arrivée avant dans d'autres choses et comme elle arrive après dans d'autres choses aussi. Hein, c'est-à-dire les évolutions très différentes, mais de différentes activités humaines qui n'étaient pas régies par des rapports marchands et qui peu à peu ont été régies par les rapports marchands. Et voilà, c'est cette progression-là. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Je vois une seule solution, la révolution. Mais bon, vous savez qu'il y a une seule solution à la révolution, c'était un slogan de 68. Je ne sais pas comment on fait autrement. Mais bon, voilà. Et quelle révolution, quel type de... Mais disons, à cet égard, pour moi, l'impératif éthique révolutionnaire, c'est-à-dire on ne peut pas consentir à un ordre des choses tel qu'il est, cet impératif reste vrai. Si tu me permets, je voudrais dire un mot sur l'éternité, hein, sur tirer dans les cadrans. Je rappelle que c'est une référence biblique. C'est-à-dire que c'est arrêter le soleil, arrêter la course du soleil. Et Trotsky le disait comme ça. Il disait, s'il faut arrêter la course du soleil, nous l'arrêterons. Et c'est une citation hein, de l'arrêt de la course pour mener la suite du combat. Cette référence sur on va arrêter le temps, cette manière comme ça, alors on peut l'appeler messianique, prophétique, dans tout ce que ça peut avoir d'excessif et par moments donnés de délirant, quoi, absolument délirant. J'essaie de montrer dans la première partie, elle a quand même une source qui est une source d'inspiration transcendante, quoi. Moi personnellement, je suis convaincu de ça. Alors, repasser de l'éternité à la conjoncture historique très ponctuelle... Il ne faudra pas être trop long, parce que nous sommes très bavards tous les deux. Non. Donc, il est prévu que nous avons un quart d'heure de grâce et que nous arrêterons. Et on va aussi laisser la possibilité de poser des questions. Mais je voudrais te poser... Vous avez une journée dense. Extrêmement dense, lourde et longue. On fait tenir 3 jours en un jour et demi, donc effectivement c'est plus dense. C'est un temps hyper dramatique, justement. Mais... Revenons à ces directeurs pour terminer sur cette question institutionnelle. Qu'est-ce qu'ils changent précisément dans le théâtre français par cette... Il crée une confrérie de directeurs. C'est-à-dire, il se pose à ce moment-là, qu'ils le veuillent ou non,
comme directeurs. Ils se réunissent comme directeurs. C'est une des premières fois, de façon aussi claire. La conséquence sera plus tard, pas longtemps après la création du syndicat des directeurs, que j'ai présidé, que Christian a présidé aussi, et que d'autres ont présidé de façon plus ou moins glorieuse. Mais voilà, c'est la création d'une corporation des directeurs qui sont, à partir de là, pensés comme patrons. Patrons non pas seulement au sens, disons, affectif, de chef d'équipe qui emmène un peu, voilà, une équipe, mais au sens social du mot, avec les impôts. Donc ça s'est créé là. Alors, le paradoxe infini, c'est que ça se soit créé là, en plein mouvement, entre guillemets, révolutionnaire, apparemment dans une impulsion qui, au départ, était une impulsion, entre guillemets, de solidarité, même si, à mon avis, était très ambiguë. Hein. C'est créé là, c'est-à-dire... donc c'est un mouvement contre-révolutionnaire. Tout dépend, je ne sais pas, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que... Ce que je peux dire... Pardon ? Ouais, je sais pas ce qu'il faut dire. Je sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, c'est eux. Je pense sincèrement que subjectivement, ils étaient persuadés qu'ils étaient dans le même sens que l'impulsion de mai. Et ils l'étaient persuadés pour une raison, une chose qu'ils disent tous, que Planchon dit et qu'il faudra faire vraiment entendre et qui est sincère, quoi qu'on pense des itinéraires des uns et des autres après, c'est que l'art étant une force d'insurrection de la vie, étant une force de création. À partir du moment où il se pense comme artiste, il se pense au service d'une force de vie et qu'il voit dans cette révolte des jeunes, au moins dans sa première phase, dans son émergence, une force de vie aussi. Et donc quand Planchon dit notre insurrection c'est les œuvres, et quand il dit leur révolte est aussi artistique, je pense qu'il le croit, mais profondément. Je pense qu'il se pense comme ça. Vous savez, ça va dans une source existentielle, ça. Parce que ce qui porte quelqu'un à entrer en insurrection contre l'état du monde, sous une forme, disons, politique, à devenir révolutionnaire, et ce qui porte quelqu'un à tenter de devenir artiste, il y a peut-être des impulsions qui sont très très proches au niveau subjectif, au niveau vital. Il y a pas mal d'artistes qui sont devenus révolutionnaires et l'inverse. Parce que c'est quand même quelque chose au fond qui... Refaire le monde. C'est ça, ouais. Donc ils y croient, à mon avis, ils y croient. Alors que leur mouvement, en fait, ait abouti à une espèce de chose inversée, c'est probable. Voilà. D'où tout le pouvoir au créateur. Alors, peut-être qu'il y a-t-il des questions, interventions, révoltes ou mouvements révolutionnaires. Madame ? D'une manière un peu abusive. Moi-même, 68 n'a pas été une révolution. C'est une révolte qui n'est pas devenue une révolution. Ce qui explique beaucoup de choses d'ailleurs. C'est une révolte qui ne vaut pas aller chez les filles. Et après, on y va, on fonce, le français est bien, etc. Mais ça ne devient pas une révolution. Il y a des paroles révolutionnaires, dans le sens où on se défoule. Mais pour que ça devienne une révolution, il aurait fallu, comme en 1848, que les institutions soient touchées. Or, les institutions ne sont pas touchées. D'ailleurs, elles fonctionnent très bien. L'ordre est relativement maintenu. Il y a très peu de personnes blessées. Mais on ne va pas vers la révolution. Et quand vous parliez de Planchon, etc., vous avez un plan. Pourquoi? Parce que dans l'analyse révolutionnaire, vous avez la remise en cause fondamentale de la structure de la société, et ça demande du temps. Et c'est pas en 2 mois où l'on fait une véritable révolution. Et en revanche, qu'il y ait une anarchie qui soit un petit peu installée, oui, mais c'est pour ça que pour la suite, en fait, c'est du côté anarchiste où vous pourriez aller. Vous pourriez chercher vers ceux qui n'ont pas osé aller au cinéma. Et finalement, on peut aussi s'interroger sur les autres institutionnels. Mettez-vous au ministère de l'Intérieur et regardez l'habileté de la gestion. Et c'est pour ça qu'on dit à tort, c'est une révolution. Non, c'est une révolution qui n'est pas une révolution. Alors, on va voir la réponse. Merci. Non, madame, nous sommes pris par le temps, donc je vous dis, en tout le respect que je
porte à cette opinion que vous avez, que je ne la partage pas. Mais ça demanderait une argumentation que je crois que nous n'avons pas le temps de livrer ici, mais je ne la partage pas. La définition de ce que c'est, de ce que ce n'est pas qu'une révolution, est une affaire extrêmement complexe, aussi bien sur le plan historique, sur le plan juridique, sur le plan philosophique, et bon, c'est une affaire qui personnellement m'intéresse, mais disons, j'aurais quelques bons arguments à vous opposer, je me permets de ne pas les livrer maintenant. On va prendre une dernière question post-révolutionnaire, oui. Parce que, bon, votre pièce n'est pas finie dans son écriture. Mais ce qui me déplaît pour rapporter un peu ce qui se passe pendant mai 68, au tournant du théâtre, c'est que ça se passe dans des espaces clos, perpétuellement, que ce soit dans le théâtre et dans le théâtre du Boulevard. C'est clos. La révolution ne peut pas se passer dans un espace clos. Et même quand on a des échos de ce qui se passe à l'extérieur, c'est par la radio. Bon, il ne faut pas oublier le phénomène radio de l'époque, comme maintenant Facebook, contemporain, c'était la radio à l'époque qui faisait ça. Et moi, ça me gêne de dire, de ne pas mettre cet extérieur, parce que quand même, bon, je vais dire un mot là. On a beau fermer la porte, la lumière est toujours à l'extérieur. Alors, je veux simplement dire ceci, monsieur, c'est que, admettons, madame, permettez-moi un instant de dire que c'est une révolution qui, à certains égards, a évidemment échoué, elle n'est pas la seule, mais si c'est le cas, je voudrais dire que, évidemment, un ensemble de questions que je me pose, c'est quels sont les facteurs qui peuvent, aujourd'hui, longtemps après, plusieurs décennies après, nous interroger dans cet échec, pour dire vite, tout ça mériterait d'être nuancé. Je me permettrai d'en signaler deux, peut-être celui que vous dites. C'est-à-dire, il y a eu une question de la clôture en 68, en particulier les usines ont été fermées. Elles ont été fermées puisque, vous savez qu'elles étaient véritablement barricadées, puisque les groupes étudiants ne pouvaient pas y accéder. Et on voit, il y a ces images incroyables où on voit les usines closes avec de véritables murailles, enfin devant, avec les gens qui sont au-dessus et les autres en bas qui essaient de se parler. Il y a une question de la clôture. Voilà. Et la question du choix de ces lieux, qui en effet ont été des lieux clos, dans une grande partie, c'est pas le cas de toutes les révolutions, ont été des lieux clos. Il n'y a pas eu que des lieux clos en 68, il y a eu toutes sortes d'autres choses. Mais enfin, bon, il y a cette affaire de clôture. Peut-être que le théâtre peut interroger ça d'une certaine façon. Et puis il y a la deuxième chose, je me permets de dire un mot, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'en effet, il y avait énormément de femmes dans le mouvement de 68, mais dans la parole qui circulait au niveau tribunicien, disons, si vous voulez, que ce soit à l'Odéon, que ce soit à Villeurbanne, ou que ce soit à Avignon, les protagonistes sont tous des hommes. Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser quant à la question du devenir et de l'histoire de cette... qui, moi, évidemment, je me pose pour écrire, quoi, et que j'ai traité à ma façon, de ce point de vue-là, qui n'est pas fini, mais je pense que c'est une question politique, c'est une question historique et politique à laquelle il faut penser aussi. Peut-être la même, d'ailleurs. Alors, question de cette parole-là, eh bien, merci Denis pour cette transition parfaite, puisque de la parole théâtrale, nous allons passer à la parole poétique, maintenant, à la fois en acte et en propos avec Jean-Pierre Siméon, et parmi ces trois poètes immenses que sont Rilke, Tsvetaeva et Pasternak, vous avez l'une des plus grandes poétesses du XXe siècle, Tsvetaeva, et c'est donc maintenant dans la cour. Merci beaucoup.